En 2017, sort sur nos écrans ce qui est d'après moi une des meilleures séries télé dystopiques, à la fois glaçante et réaliste. Réalisée par Reed Morano sur la base du célèbre roman de Margaret Atwood publié en 1985, La Servante écarlate transporte les spectateurs dans un univers où la baisse de fertilité est un réel problème, au point qu'une dictature théocratique voit le jour aux États-Unis après un coup d'État. Dans cette société, des femmes fertiles, les servantes, sont affectées dans les familles des dirigeants pour leur fournir des enfants. Aujourd'hui, je vous emmène dans un avenir où le contrôle du corps des femmes n'est plus entre leurs mains et où les libertés individuelles sont sacrifiées au titre du bien commun supposé. Ou quand l'utopie des uns devient la dystopie des autres. Imaginez-vous un instant un monde dans lequel la natalité a tellement baissé qu'il faut faire des enfants par tous les moyens possibles, même si cela veut dire forcer des femmes à concevoir sans leur consentement. Imaginez que la technologie soit bannie, à quelques très rares exceptions, et que le retour aux traditions soit au cœur du foyer. Donc pas de procréation médicalement assistée, évidemment. Si vous êtes une femme, votre classe sociale est déterminée par votre capacité à enfanter. Un gouvernement théocratique, basé sur une religion puritaine, est à la tête de l'État. Où que vous alliez, des anges ou gardiens surveillent vos moindres faits et gestes. Mais ils ne sont pas les seuls. Tout le monde surveille son prochain et doit rapporter ses dérives. Et si vous déviez de la trajectoire autorisée, vous risquez de finir sur le mur. Mieux ne veut jamais dire mieux pour tout le monde. Pour certains, c'est toujours pire, comme dit si bien le commandant Waterford. Bienvenue dans La Servante écarlate. I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. My name is Offred. I had another name. Ladies, I have to let you go. It's the law now. They needed to do it this way. All the bank accounts and the jobs all at the same time. You imagine the airports otherwise? Run, run, run! No, please don't take her. You girls will serve the leaders and their barren wives. You will bear children for them. There's an eye in your house. I'll send you to the colonies. You'll be cleaning up toxic waste and then you'll die. Tonight is a celebration of Gilead and of what we have achieved. We only wanted to make the world better. Better. Better never means better for everyone. I want to keep on living for her. Remember your scripture. Blessed are the meek. And blessed are those who suffer for the cause of righteousness. Avant de commencer, je voudrais m'excuser d'avance si je survole certains sujets. Ce livre et son adaptation mériteraient une série de vidéos à eux seuls, tant le sujet est vaste, riche et complexe. J'ai essayé d'être assez complète, mais le travail d'Atwood va bien au-delà de la simple dystopie. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse constater par vous-même dans la suite de la vidéo. La République de Gilead, contrairement à ce que son nom indique, est loin d'être une république. Ce régime théocratique totalitaire, dominé par les puritains, a pris le pouvoir sur une partie des États-Unis après un coup d'État. Privant d'abord les femmes de leur autonomie, ils les ont ensuite privées de leur liberté. Lors de leur prise de pouvoir, ils ont procédé aussi à un certain nombre de purges, entre autres religieuses et ethniques, plus particulièrement dans le livre où seuls les blancs sont admis dans Gilead, là où dans la série il existe une diversité non négligeable. Beaucoup de réfractaires sont tués sur le champ, d'autres sont envoyés aux colonies pour nettoyer des déchets radioactifs. Toute personne ne correspondant pas aux critères du régime, basé sur la religion évidemment, subit un sort similaire. Les femmes et les enfants sont enlevés et la société est régie en différentes castes. À la tête de l'échelle sociale, vous avez les commandants en noir et leurs épouses en bleu. Les anges, ou gardiens, sont la milice qui protège le régime. Les tantes, en marron, est un groupe constitué de femmes chargées de l'éducation et du recadrage des servantes. Les servantes en rouge sont au cœur de cette société.
Ce sont des femmes fertiles affectées aux familles de commandants pour leur donner des enfants. Viennent ensuite les Martha, en vers terne, qui sont chargés des travaux de la maison. En dehors de ces groupes, il existe aussi les écono-hommes et les écono-femmes, vêtements grisâtres dans la série et rayés dans le livre, qui peuvent, eux, se marier et fonder une famille. Les femmes ne peuvent évidemment occuper aucune fonction autre que celle-ci. Elles n'ont d'ailleurs ni le droit de lire ni d'écrire, y compris les mieux placées, exception faite, des tantes. Le régime base sa politique sur l'Ancien Testament et réprouve donc tout ce que réprouve cette partie de la Bible. Les homosexuels sont qualifiés de traîtres au genre et majoritairement assassinés. De même que les gynécologues ayant procédé à des avortements, même avant le régime. Les relations adultères sont également condamnées. Et pourtant. Rachel, voyant qu'elle-même ne donnait pas d'enfants à Jacob, devint jalouse de sa sœur et elle dit à Jacob « Fais-moi avoir aussi des enfants, sinon je meurs. » Jacob s'emporta contre Rachel et dit « Est-ce que je tiens la place de Dieu qui t'a refusé la maternité ?» Elle reprit « Voici ma servante, Bila. Va vers elle et qu'elle enfante sur mes genoux. Par elle, j'aurai moi aussi des enfants. » Par ces mots, ceux qui s'appellent eux-mêmes les fils de Jacob s'autorisent à avoir des relations avec d'autres femmes, mais uniquement dans le but de procréer. La cérémonie, comme est appelé l'acte, est l'une des particularités les plus glaçantes de cette dystopie. Cet événement mensuel a lieu lors de l'ovulation de la servante et se poursuit jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte ou qu'elle soit réaffectée ou envoyée aux colonies. Durant celle-ci, la servante s'allonge entre les jambes de l'épouse qui lui tient les poignets, pendant que le commandant féconde la servante. Désolé du terme, mais hormis abus sexuels, j'en vois pas d'autres. Notez d'ailleurs que la plupart des hommes, des commandants tout du moins, sont stériles, et que certaines familles ou servantes ont recours à d'autres hommes, en cachette évidemment, pour procréer, des médecins ou des hommes de confiance. Pour les épouses, c'est le moyen d'avoir des enfants. Pour les servantes, c'est le moyen de rester en vie. Defred est une servante. Vêtue uniquement de rouge et de sa coiffe blanche, elle fait partie de cette catégorie à la fois révérée et détestée. Les autres femmes les méprisent, certaines les jalousent, tout en ayant conscience qu'elle représente un mal nécessaire pour Gilead. Elle a été arrêtée alors qu'elle tentait de quitter le pays avec son mari Luke et sa fille Anna. Dans le livre, on ignore jusqu'au bout son vrai nom, June, dans la série. Elle est dépouillée de son identité, comme toutes les servantes. Elles ne sont plus que de Fred, de Warren, de Glenn, etc., en fonction du prénom de leur commandant. Même si on connaît dans le livre, comme dans la série, les prénoms de nombre d'entre elles. June, particulièrement dans la série, est un personnage féminin fort. Si dans le livre, elle montre une très relative acceptation de son sort, dans la série, elle est combative. Elizabeth Moss, qui l'incarne sur le petit écran, est d'ailleurs absolument parfaite dans ce rôle, tout comme le reste du casting d'ailleurs. Sa relation avec les autres personnages est d'ailleurs plus développée et parfois plus complexe dans la version télévisée que dans le roman. Surtout Serena, qui a un rôle plus passif dans le livre. D'ailleurs, il est à noter que les Waterford sont plus jeunes dans la série, mais ça fait partie des changements que je trouve intéressants. En effet, ces deux personnes, qui ont très largement contribué à la création de Gilead, se retrouvent encore plus impactées par les effets de leur création. Qui plus est, le problème de fertilité est, aux yeux des spectateurs, plus impactant sur un couple d'une quarantaine d'années que sur un couple beaucoup plus vieux. Mais revenons à Defred. Si vous regardez le livre, vous constaterez qu'il est dédicacé à Mary Webster. Cette femme a été accusée de sorcellerie au XVIIe siècle, puis innocentée à Boston, ville où se déroule d'ailleurs la Servante écarlate. J'ai croisé lors de mes recherches des affirmations comme quoi cette femme a inspiré le personnage de June par sa force et son refus de capituler face aux puritains. Qui plus est, le lien entre Mary Webster et June renvoie au thème de la persécution et de la résistance. Cette dédicace de Margaret Atwood ajoute également une dimension personnelle à l'histoire puisque ses ancêtres faisaient partie de cette communauté puritaine. Dans un article du New Yorker du 10 avril 2017, Margaret Atwood raconte une légende familiale au sujet de Mary Webster et de leurs liens familiaux. Elle dit que les habitants du village l'ont pendue, mais que quand ils ont décroché la corde le lendemain matin, elle était encore en vie, ce qui lui vaudra le nom de Half-Hanged Mary. L'autrice a d'ailleurs écrit un long poème intitulé Half-Hanged Mary. Le nom de jeune fille de la grand-mère de Margaret Atwood était Webster, et son arbre généalogique remonte jusqu'à John Webster, 5e gouverneur du Massachusetts. C'est dur à dire. Puis elle conclut l'article par « Le lundi, ma grand-mère disait que Mary était son ancêtre, et le mercredi, elle disait que non, alors faites votre choix. » Le livre est écrit avec la voix de Defred comme guide. C'est un témoignage de sa vie, de son ressenti avec ses doutes, ses peurs, ses faiblesses. Il entremêle des événements du passé et du présent selon les pensées de l'héroïne, ce qui peut rendre la narration difficile à suivre, surtout si vous le lisez en audio. En revanche, ce format se prête très bien au roman graphique et à la série.
D'ailleurs, l'utilisation de la voix off dans le cas de la série est particulièrement pertinente puisqu'elle renvoie aux pensées profondes de June ainsi qu'aux témoignages qu'elle laisse dans le livre. Je m'étais fixé une règle. Je n'inclurais rien que l'humanité n'ait pas déjà fait ailleurs, ou à une autre époque, ou pour lequel la technologie n'existerait pas déjà. Les pendaisons en groupe, les victimes déchiquetées par la foule, les tenues propres à chaque caste et à chaque classe, les enfants volés par des régimes et remis à des officiels de haut rang, l'interdiction de l'apprentissage de la lecture, le déni du droit à la propriété, tout cela a des précédents, et une bonne partie se rencontre non pas dans d'autres cultures ou religions, mais dans la société occidentale et au sein même de la tradition chrétienne. Voici les mots de Margaret Atwood elle-même dans la postface de l'édition de poche de 2021. Si vous avez vu ou lu La Servante écarlate, vous serez certainement d'accord avec moi pour dire que cela renforce encore plus l'horreur de cette histoire. Cette règle s'applique aussi d'ailleurs à la série, malgré le fait que le cadre dépasse le roman. Margaret Atwood commence à écrire son roman à Berlin-Ouest, encore encerclé par le mur, en 1984. Elle plaisante d'ailleurs à ce sujet dans un discours de 2017, inclus au début de cette édition en disant qu'Orwell se trouvait derrière elle. Elle dit « De l'autre côté, il y avait Berlin-Est, et aussi la Tchécoslovaquie et la Pologne, que j'ai visitées à l'époque. Je me souviens de ce que disaient les gens et de ce qu'ils ne disaient pas. Je me souviens des pauses significatives. Je me souviens de mon sentiment de devoir moi-même faire attention à ce que je disais, de peur de mettre quelqu'un en danger par inadvertance. Tout cela s'est retrouvé dans mon livre. » Et en effet, comme je l'ai dit plus tôt, on retrouve dans La Servante écarlate ce sentiment de méfiance constant, cette impossibilité de faire confiance, la peur de trop en dire ou pas assez, et celle de la dénonciation. Cela s'est retrouvé bien des fois dans l'histoire, que ce soit lors des chasses aux sorcières ou pendant l'occupation allemande, par exemple. Margaret Atwood imagine un régime qui réprimerait violemment le droit des femmes. Le régime de Gilead réduit les femmes à des rôles strictement définis. Par exemple, pendant la dictature de Ceausescu en Roumanie, des politiques strictes de natalité ont été mises en place, notamment par le décret numéro 770, promulgué le 1er octobre 1966, visant à relancer la natalité. L'IVG était très réglementé, des examens gynécologiques obligatoires et réguliers étaient imposés aux femmes en âge de procréer. Des agents de la police politique étaient postés dans les cliniques gynécologiques. Le but, dépister les grossesses dès les premières semaines et s'assurer que les procédures médicales respectaient la loi. Ce décret a été abrogé en 1989. Dans La Servante écarlate, c'est la baisse de natalité qui motive les fondateurs de Gilead dans leur création. Les servantes subissent des examens gynécologiques mensuels avec un gardien à la porte du cabinet, puis elles sont contraintes à subir la cérémonie. Autre exemple, les Lebensborn. Ces pouponnières du Troisième Reich développées par Himmler étaient des maternités et crèches où des femmes de type arien pouvaient donner naissance à des enfants légitimes ou non. Les femmes des pays occupés étaient encouragées à avoir des rapports avec les Allemands, souvent des SS, afin de produire des enfants de race pure. Ces enfants pouvaient y être abandonnés pour être élevés selon les critères national-socialistes, pour servir le régime. Mais les enfants ne naissant pas assez vite pour combler la baisse de population, une nouvelle phase est lancée durant laquelle des enfants de type arien sont enlevés à leur famille et envoyés en Allemagne. Des Lebensborn ont été installés dans les pays occupés par les Allemands. Pologne, Norvège, Suède, Pays-Bas, Belgique, France, etc. Dans La Servante écarlate, les enfants nés avant et sous Gilead sont enlevés et confiés aux dignitaires. Dans les testaments, suite publiée en 2019, on découvre plus précisément l'endoctrinement subi par ces enfants. C'est le cas aussi dans la série. Si les régimes totalitaires ont d'ailleurs très largement contribué à inspirer Atwood dans la création de Gilead, il en va de même pour la théocratie de la Nouvelle-Angleterre puritaine du XVIIe siècle et ses préjugés contre les femmes. À cette époque ont également eu lieu des persécutions des Quakers, persécutions que l'on retrouve d'ailleurs dans le livre, d'autant plus que les Quakers participent activement à faire sortir des personnes de Gilead. Voilà pour quelques-uns des faits historiques qui ont nourri l'imaginaire d'Atwood. Il y en a bien d'autres, mais il me faudrait des semaines pour tout lister et vérifier. L'autrice explique son choix de s'inspirer strictement de l'histoire par le fait qu'elle n'écrivait pas un roman de science-fiction, mais une fiction spéculative, telle 1984. Je vous ai mis en description le lien d'une interview de Margaret Atwood dans laquelle elle explique sa démarche et parle de certaines inspirations. Et si La Servante écarlate est clairement ancrée dans le passé, depuis quelques années, il trouve un inquiétant écho dans le présent et l'avenir. Ce ne devrait pas être un mode d'emploi, disait Margaret Atwood dans une interview de 2018, et cette phrase fait écho au fait que malheureusement, les droits des femmes sont déjà bafoués depuis plusieurs années aux États-Unis. Dans un discours prononcé par Margaret Atwood le 15 octobre 2017 à Francfort à l'occasion de sa réception du prix de la paix des libraires allemands, l'autrice dit « Après les élections de 2016,
Des jeunes de ce pays, les États-Unis, m'ont dit « c'est la pire chose qui soit jamais arrivée ». Ce à quoi j'ai répondu à la fois « non, en fait il y a eu pire ». Et « non, ce n'est pas la pire, pas encore ». Et d'une façon moins dramatique, mais quand même au vu des récentes élections, c'est également le cas en Allemagne. On croyait la crypte solidement verrouillée, mais quelqu'un avait la clé et a ouvert le caveau interdit, et qui sait ce qui va en sortir en rampant ou en hurlant. Et je crois malheureusement pouvoir lui donner raison au vu du contexte actuel et du sujet qu'elle aborde dans cette citation. Toujours est-il que depuis plusieurs années maintenant, notamment depuis la diffusion de la série, La Servante écarlate est devenue un symbole de lutte pour les droits des femmes. Certains en reprennent des citations, comme tatouage par exemple. D'après Margaret Atwood, Nolite te salopardes exterminorum, pour la version française, et des questions sont les plus fréquentes. Et surtout, le costume des servantes a été utilisé à plusieurs reprises lors de manifestations comme la Marche des femmes, notamment à Washington ou à Boston. Les manifestantes brandissent des pancartes rappelant l'œuvre de Margaret Atwood. Dans un contexte où les droits des femmes sont menacés et la haine des femmes exacerbée, Hillary Clinton, ancienne candidate au présidentiel américaine, a elle-même fait référence au livre Pour les 100 ans du planning familial aux USA. Elle disait « Dans The Handmaid's Tale, les femmes ont été lentement et progressivement dépossédées de leurs droits. Nous devons encourager les millions de femmes et d'hommes qui soutiennent le planning familial à continuer le combat. » Il faut dire que le timing entre la première élection de Trump et la sortie de la première saison de la série a donné un élan inattendu à la série. Warren Littlefield écrit dans le livre L'art et le making-of de La Servante écarlate, à une époque de troubles politiques et de divisions culturelles, le destin de Fred propose une vision glaçante d'un futur potentiel de plus en plus vraisemblable. Sans le vouloir, il semble que nous ayons redonné vie à un scénario qui résonne en particulier avec le public américain et les fractures qui traversent le pays, mais rien de cela n'était planifié. Nous avons seulement entrepris de faire du roman de Margaret Atwood une série chargée de sens et soudain, nous avons vu les téléspectateurs s'identifier à un récit bien trop proche d'eux. L'importance de la série pourrait presque être qualifiée de tragique. Si elle reflète l'instabilité du climat politique en Amérique, elle a aussi inspiré un espoir infini et des actes d'héroïsme bien réels. Si je n'ai jamais espéré que quelqu'un y ait recours, je suis fière que notre travail inspire de telles expressions de défiance politique. Dans une récente interview où, à propos du climat politique actuel aux États-Unis, on posait la question à Margaret Atwood de si Gilead était en train de prendre vie, elle a donné une réponse surprenante, que c'était déjà le cas dans une certaine mesure, mais que pour certaines femmes au Texas et en Floride, Gilead serait préférable, car dans ces États, les femmes sont contraintes d'avoir des enfants qu'elles ne peuvent pas se permettre d'avoir, financièrement notamment, qu'elles n'ont pas de soins prénatal ni post-natal, que certaines femmes se voyaient contraintes de porter à terme des enfants non viables ou déjà morts. Gilead ne ferait jamais ça, les bébés sont importants pour eux. J'ai traduit moi-même la citation dans la rediff de l'émission, donc j'espère ne pas avoir écorché les mots de l'autrice. Vous pouvez retrouver l'interview complète en description. Je n'ai pas trouvé les infos primaires qui ont servi de support à cette réponse, mais j'ai trouvé quelques articles qui traitent de la conséquence des lois anti-avortement des États-Unis. Je vous les ai aussi mis en description. C'est donc peut-être le meilleur moment pour lire La Servante écarlate et pour le brandir comme une bannière. Je ne me suis pas trop attardée sur un comparatif entre la série et le livre cette fois-ci, mais d'un point de vue de lectrice-spectatrice, j'ai trouvé l'adaptation excellente. Elle reprend à la fois les exigences de Margaret Atwood et donne au spectateur une suite à l'histoire mystérieuse et sans réponse de June. C'est une série que j'adore et qui pourtant à chaque fois m'effraie au plus haut point. Ça fait des mois que j'avais prévu de vous faire cette vidéo pour le mois de mars en raison de la journée des droits des femmes. Mais plus je travaillais dessus, plus ça résonnait comme un avertissement. Je ne vais pas vous mentir, étant donné le contexte dans le monde, travailler sur cette vidéo n'était pas le plus agréable, car comme Margaret Atwood, j'ai envie de dire « ceci n'est pas un manuel ». Et puis, je repense au courage et à la résilience, à la force et à l'espoir qu'il faut aux personnages pour survivre dans Gilead et se rebeller contre ce régime. Et là, j'ai envie de dire « ok, mais juste pour cette partie-là ». Parce que l'une des choses qui fait la force du roman, comme la série, c'est sa crédibilité. D'ailleurs, à sa sortie, les critiques américaines disaient d'un côté « impossible, on ne ferait jamais ça », et de l'autre « combien de temps il nous reste ?» L'importance que La Servante écarlate a pris dans le discours contemporain est le fruit de cette démarche, car si c'est déjà arrivé, ça peut arriver de nouveau. Pas étonnant alors que La Servante écarlate soit devenue un symbole de lutte. J'ai beaucoup cité Margaret Atwood dans cette vidéo, mais le sujet est si complexe et si riche, et elle s'est si souvent exprimée, que j'ai préféré reprendre ces mots plutôt que de la paraphraser. Et je vais conclure par une autre de ces citations. J'ai peut-être été trop optimiste en concluant l'histoire de La Servante écarlate par un échec complet.
Même 1984, la plus sombre de toutes les visions littéraires, ne se termine pas par une botte piétinant un visage humain. De même, j'aménageais à ma servante une évasion possible par le Maine et le Canada. J'ai aussi ajouté un épilogue qui laisse imaginer que la servante et le monde où elle vivait sont remisés dans un lointain passé historique. Quand on me demande si l'histoire de la servante écarlate est sur le point de devenir vraie, je me dis qu'il y a deux avenirs possibles dans le livre, et que si le premier devient vrai, le second le pourrait aussi. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, merci d'avoir regardé, et si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter ou vous abonner pour me soutenir. En attendant de vous lire, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, nolite te bastardes carbondum, bitches. Ont été mises en place, notamment... Oh putain! Désolée, je viens de sursauter à cause d'un grincement de chaise au-dessus de chez moi. Putain, j'avais réussi à le dire en plus, fait chier.